Ok, Estelle, merci. Bonjour aussi de ma part. En fait, aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement comment l'avènement d'une industrie 4.0 amorce l'ère manufacturière moderne. En fait, j'ai réparti mon discours en 4 volets. Il y a en fait une toute petite introduction. Il y a le volet des défis de l'ère manufacturière moderne et son impact. Surtout, je pense, son impact, c'est le plus important. Comment est-ce que Microsoft a réagi là-dessus et quel est le rôle du réseau? Mais je pense que le volet le plus important, c'est comment réussir votre transformation numérique, parce que ça, c'est surtout le fond du débat. Et s'il y a encore de temps qui reste, je peux encore présenter notre société. Je pense tout d'abord que le rôle des intégrateurs a changé fortement depuis 3-4 ans. En fait, je pense là, aujourd'hui, quand je rencontre mes clients, c'est surtout au niveau C-level où effectivement nous voulons parler business, nous ne voulons plus parler IT. Parce que je pense là, c'est un élément qui est devenu le vrai sujet et pas simplement l'IT. Si nous regardons ce qui se passe autour de nous, il y a en fait toutes des tendances qui se font, des tendances qui ne sont pas forcément toutes liées, mais qui s'influencent et qui se renforcent. Je ne pense pas que je vais vous expliquer en détail toutes ces tendances. Vous les connaissez. Il y a la globalisation. En fait, c'est déjà bien sûr longtemps en cours. Ça date de Friedman qui disait le monde est devenu plat. En fait, il y a toute l'apparition des objets connectés qui connaît vraiment une accélération quand je regarde ce qui se passe en clientèle. Il y a bien sûr des solutions cloud qui sont là de plus en plus. Il y a l'accès à l'Internet qui est devenu omniprésent. Il y a bien sûr la connectivité qui augmente tous les jours. Il y a l'influence de tout ce qui est robotisation. Et ce sont les imprimantes 3D et aussi toute l'intelligence artificielle qui se présente, avec la puissance des ordinateurs qui augmente tout le temps. Donc je pense là, tout ça, toutes ces tendances ensemble, on appelle ça un peu l'industrie 4.0. Et un aspect qui est là déjà très important, c'est l'aspect de l'intégration de toutes les plateformes. Et donc les solutions doivent être de plus en plus de bout en bout. Et c'est là où, effectivement, nous voyons un peu le problème des ERP existants, parce que si nous regardons en arrière, en fait, on a tous, pendant les années 90, pendant les années 2000, optimisé nos flux à l'intérieur de notre usine, en fait, surtout les opérations de tous les jours, mais aujourd'hui, c'est largement insuffisant. Donc, en fait, toutes ces tendances-là créer un contexte spécifique avec lequel il faut tenir compte. Tout d'abord, je répète de nouveau, la globalisation qui nous offre des nouvelles opportunités avec les nouveaux marchés, mais également des menaces, parce qu'effectivement, on n'a jamais eu autant de concurrence qu'aujourd'hui. On a surtout aussi une évolution au niveau de nos consommateurs. Les consommateurs sont devenus ultra individuel. C'est vraiment ce qu'on appelle le Me Society. Ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir des produits, des services, des expériences qui sont complètement personnalisées. Ça veut dire que la complexité côté client augmente très vite. On a ce qu'on appelle aujourd'hui Fun, Fast, Easy. Ça veut dire aujourd'hui, sont effectivement de nouveau les mêmes consommateurs qui veulent, quand ils posent une question à leur fournisseur, qu'ils ont une réponse vite, que ce soit facile pour eux, que ce soit sexy dans l'approche. Certainement, si nous pensons à des choses comme l'interface utilisateur, tout ça est un élément qui ne va pas disparaître. Au contraire, je pense que c'est là la pensée libérale qui est là pour toujours. Et en plus, en fait, on ne peut pas oublier que tous ces changements-là, qui sont là dans le monde, qui se font autour de nous, influencent notre société. Et donc, ce changement est là poussé par le survival of the fittest. Ça veut dire, si on ne s'adapte pas, notre façon avec laquelle nous allons en débat avec nos clients, ben, nous sommes perdus. Nous,
seront demain ou après-demain des dinosaures. En plus, il y a tout le problème de la guerre des talents. Là aussi, c'est une complexité qui s'ajoute aujourd'hui pour trouver une solution. Mais donc, voilà, tout ça se met en place et en plus, l'allure du changement augmente encore. Ça a deux conséquences, je pense, pour les solutions informatiques. Tout d'abord, plus que jamais, on a un vrai besoin d'analyse en temps réel. On veut savoir ce qui se passe et on veut le savoir tout de suite d'une façon détaillée. Et un deuxième élément qui est important, c'est la flexibilité de notre solution. Il faut vraiment avoir des solutions qui sont vraiment adaptables parce que demain, il y aura de nouvelles questions à côté business. Ça veut dire en fait qu'il y a aussi les éléments technologiques omniprésents qui s'y ajoutent. Aujourd'hui, il faut être très conscient de l'existence d'un monde virtuel à côté d'un monde physique. Je vous donne un exemple plus tard dans mon discours. Et en plus, il y a aussi la loi de Moore qui reste valable encore pour 20 à 30 ans. La loi de Moore, je pense que vous le connaissez, mais je le répète, c'est le fait que chaque 18 à 24 mois, la puissance d'un ordinateur se double. Ça veut dire que dans 20 ans, dans 30 ans, on aura encore des ordinateurs ou des smartphones qui seront 1000 fois plus puissants qu'aujourd'hui. C'est quand même, je pense, assez surprenant si vous le comparez avec le passé. Si vous regardez aujourd'hui votre smartphone, en fait, ce téléphone est plus puissant que les supercomputers qui étaient à la Maison Blanche dans les années 90. En fait, quel est ensuite l'impact de la digitalisation? Tout d'abord, il faut faire distinction entre digitized et digital, parce que là, je le vois encore beaucoup en clientèle, c'est qu'effectivement, on fait un scan d'un document et on pense qu'on travaille digitalement. C'est faux. Rien ne peut se continuer de la même façon. Il faut repenser tout. Ensuite, il y a l'interface utilisateur qui est devenue clé. Comme je viens de vous dire, c'est tout l'aspect fun, fast, easy, où je vois qu'il y a certains clients qui ont des back-office sur lesquels ils font de plus en plus des interfaces utilisateurs multiples pour répondre aux différents segments de leurs clients. Je pense que c'est quand même une idée qui est un peu bizarre si on compare ça avec les solutions existantes dans le passé. Un autre élément qui est important, c'est qu'on voit aussi que les back-office sont de plus en plus partagés. Ça veut dire qu'il faut regarder s'il n'y a pas des autres partenaires avec lesquels vous pouvez travailler ensemble pour créer une plateforme commune avec laquelle vous pouvez aller vers vos clients d'une façon moins chère. Il y a aussi cet impact d'expérience versus produit. Aujourd'hui, nous sommes en fait dans la situation, ce n'est pas suffisant d'avoir un produit qui marche bien, qui est bon. Il faut y avoir formulé, il faut y avoir disponible un service autour et également l'expérience du produit joue un rôle important. Je pense qu'on ne peut pas nier cet aspect-là parce que ça crée pour, je pense, les sociétés de fabrication tout un domaine dans lequel on peut créer pas mal de valeur ajoutée. Et donc, en fait, cet aspect service et cet aspect expérience est, dans la plupart des cas, bien lié à des solutions informatiques. C'est la raison pour laquelle j'ai noté ici, nous sommes tous devenus une organisation informatique. Et donc, voilà, fini d'optimiser tout à l'intérieur de vos murs de votre usine, c'est aujourd'hui la nécessité d'avoir une solution qui va de bout en bout. Et donc, en fait, tous ces paramètres intensifient encore la globalisation. Donc, cette transformation numérique s'y ajoute. Et donc, en fait, ça donne la nécessité de la flexibilité chez vous et ça augmente encore une fois la concurrence. Je vous ai parlé d'un monde virtuel à côté d'un monde physique. Ici, vous avez une photo, il y a quelques semaines à Aachen, où j'étais là, à l'université de Aachen. Et en fait, l'université de Aachen est surtout spécialisée dans tout ce qui est
production des voitures électriques. Vous voyez ici un go-kart qui est un prototype d'une voiture électronique. Ce qui est pour moi spécial en ce qui concerne cette photo, c'est le fait, vous voyez bien, il y a un iPad sur lequel il y a toute une film qui se déroule. Donc là, dans ce film, en fait, on explique comment il faut remplacer les freins dans une voiture électrique. Je pense, si vous regardez cette image, il y a quand même des éléments clés. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous créez encore des manuels techniques pour vos produits, mais voilà, en fait, c'est de moins en moins le cas. Vous voyez, il y a autre chose à faire. Et en plus, ça change également les flux à l'intérieur d'une organisation. Dans ce sens-là, il ne faut plus des spécialistes techniques pour réparer des freins. Et donc, votre modèle d'organisation en interne peut également changer. Si maintenant nous regardons aujourd'hui la réalité informatique à ce jour, chez beaucoup de nos clients, nous voyons effectivement qu'il s'agit des ERP qui sont un peu datés, qu'ils ont encore des flux sur papier qui ne sont pas du tout automatisés et nous avons pas mal de données qui sont un peu partout dans la société. Tout ça, en fait, empêche de mettre en œuvre tous ces changements dont je viens de vous parler. Et donc, en fait, comment est-ce que vous pouvez maintenant, je pense, créer la valeur ajoutée dans tout ça? Je pense tout d'abord qu'il est important, effectivement, que je vous ai convaincu que les conditions de marché changent tellement vite. Que ça veut dire aussi que les besoins fonctionnels pour une solution accélèrent également. Et en plus, il faut encore, pas simplement avoir les besoins, il faut encore réaliser l'application. Mais c'est surtout penser comment est-ce qu'on peut beaucoup plus synchroniser tout ça. Et là, ce que nous vous proposons, je pense, c'est une approche, ce que j'appelle domaine par domaine et multi-produits. Parce qu'effectivement, je pense aujourd'hui, c'est devenu en fait une mission de le faire d'une façon globale à l'intérieur de votre société. Et là, il n'y a qu'une solution, c'est le faire d'une façon phasée et domaine par domaine. Ce n'est pas quelque chose que Philippe Bossert vous dit. Si vous regardez aujourd'hui à ce que Gartner dit, Gartner a en fait a publié une étude en avril 2016 où ils annoncent au CIO, où ils lancent au CIO la plateforme future. Et là, effectivement, ils parlent d'une multi-platform approach pour les différents domaines. Et en plus, le conseil qu'ils donnent, c'est effectivement, il faut le faire en même temps, en parallèle. Et ça, c'est bien sûr la difficulté qui se pose. Et c'est là où je dis, il faut le faire d'une façon phasée, normalement, je pense, repartie sur plusieurs années. Si maintenant nous regardons ce que Microsoft a fait, tout d'abord, la vision de Microsoft, c'est « Empower every person and every organization on the planet to achieve more ». Vous savez, en fait, il y a maintenant Satya Nadella qui est en tête de l'organisation depuis 2014. Je peux vous dire, le changement que Microsoft a réalisé en interne est énorme et ils sont aujourd'hui plus que jamais les compagnons des entreprises. Où effectivement, je pense qu'ils ont une vraie multiplateforme à vous présenter. Donc effectivement, c'est ce qu'ils appellent les ambitions interconnectées. Ça veut dire créer des environnements cloud qui sont adaptés à vos besoins. C'est effectivement aussi réinventer les processus business et c'est en plus la productivité personnelle qui compte. Et donc voilà, si vous regardez aujourd'hui, Microsoft met leur solution Dynamics vraiment dans le cœur de leur valeur, dans leur proposition de valeur. Ils vont lancer mi-octobre la solution qui s'appelle Dynamics 365, qui est en fait Microsoft Dynamics CRM avec Microsoft Dynamics AX7. Mais donc, ce n'est pas uniquement, je pense, la solution business, ce sont aussi les solutions comme Power BI, comme le machine learning, comme l'intelligence artificielle, qui seront toutes disponibles à partir du cloud. Et là, je pense aujourd'hui que Microsoft est un des
est un des partenaires dans le monde informatique qui a pas mal des atouts à vous fournir. Mais maintenant, la question se pose, comment saisir toutes ces opportunités? Je pense, si je peux vous donner quelques conseils, tout d'abord, comme je l'ai dit, il faut augmenter le business productivity étape par étape. Encore une fois, faire tout à la fois, à mon avis, c'est plus possible aujourd'hui. Il faut effectivement, obligatoirement, revoir les flux, les processus. Il y a du vrai business process re-engineering à faire, comme je viens vous expliquer, fun, fast, easy et less is more. En fait, il faut aussi bien connaître les opportunités dans votre business. Il n'y a pas moyen d'installer une nouvelle plateforme ou multiplateforme si vous n'avez pas la moindre idée quelles sont en fait les vraies opportunités qui se font pour votre société dans votre marché. Et là, je pense, un échange intensif avec toute votre C-level est un élément clé dans votre approche. N'oubliez pas, un produit est devenu produit plus service plus expérience. Et en fait, je pense aujourd'hui, c'est fini le temps où vous pouvez inventer tout dans votre cave avec quelques ingénieurs. Aujourd'hui, il faut travailler d'une façon mondiale. Ça veut dire la co-création avec vos partenaires. Ça veut dire la collaboration avec vos fournisseurs et avec vos clients. Je pense que le Customer Centricity est un domaine prioritaire parce que le client est roi encore plus que jamais. Et je pense là, effectivement, c'est un domaine dans lequel vous pouvez réaliser des quick wins vis-à-vis de votre approche actuelle. Et ensuite, je pense un conseil très pragmatique, utilisez vos yeux, vos oreilles, parce qu'il y a autour de vous tant de choses qui se font. Et je pense que là, il faut surtout comprendre qu'est-ce que fait mon voisin et qu'est-ce que moi, je peux utiliser. Et ensuite, en fait, n'oublie jamais, la machine capitalisme est là, ça veut dire qu'il y a une machine qui existe et qui en fait va voir votre projet. Est-ce qu'elle est en fait efficace, oui ou non? Et si c'est oui, ok, vous avez fait une étape en avant. Si c'est non, ben, oubliez-le. Je pense qu'il y a en fait toujours ce mécanique qui se fait tous les jours. Il y a un dernier élément que je voudrais annoncer, c'est en fait la conduite au changement. Parce qu'effectivement, n'oubliez pas, tous ces projets demandent un changement intensif chez vous, chez vos collaborateurs, et il y aura certainement des obstacles en interne. Je pense que vous êtes confrontés avec deux défis en même temps. C'est performing well, ce que veut dire faire tourner ce qui est déjà là, parce que ça, il ne faut pas oublier non plus, et bien sûr, lancer cette innovation. Et en fait, je pense, si on parle conduite au changement, je pense qu'il y a deux questions clés à se poser. Il y a une question autour de votre culture. C'est quoi votre culture à l'intérieur de votre société et comment est-ce que cette culture est située vis-à-vis du changement? Je pense que ça, c'est un élément qu'il faut bien comprendre avant qu'on avance. Et deuxièmement, un autre élément que j'appelle la vitesse d'horloge de votre entreprise. Comme moi, je vais en clientèle, je constate que chaque société a une autre vitesse d'horloge interne. Ça veut dire comment est-ce qu'on est prêt du côté direction pour avancer dans le débat. Je pense que ça, c'est un élément aussi hyper clé parce que si la vitesse, elle n'est pas assez élevée, ben, désolé, je crains un petit peu ce qui va se passer. En fait, très vite, on sera confronté avec vos collaborateurs qui disent « je ne crois pas que ». Je pense là, effectivement, c'est un signal qui se fera, mais qu'il faut reconnaître et auquel il faut être prêt à réagir. Parce qu'en tout cas, changer, ça c'est toujours un débat émotionnel. Mais c'est une question de savoir comment est-ce que nous allons nous différencier dans le marché. Et en fait, ça c'est effectivement une question difficile parce qu'on sera obligé de quitter son zone de confort. Et en fait, je pense là, osez vous mouiller en sachant qu'effectivement, il n'y a pas de miracle dans la vie. Il faut prendre des risques pour réussir tout ça. Mais je pense effectivement, ça vaut la peine. Et de l'un côté, on sait très bien qu'il y a les DG qui effectivement vont vous demander d'avoir plus de prévisibilité à l'intérieur de votre société, tandis qu'en fait, vous êtes confronté avec tellement de défis.
Donc ça restera en tout cas un exercice de l'équilibre. Voilà, je pense que je vais un peu dépasser là qui sommes-nous pour en fait vous laisser encore un peu l'opportunité de poser des questions. Mais je pense que j'ai déjà une question à vous donner. Est-ce que la vitesse d'horloge de votre entreprise avance au bon rythme? Je pense que c'est vraiment une question qui vaut la peine de se poser. Je vous remercie. Bon, sacré parcours, hein, merci. Alors, une question peut-être, allons-y. Comment peut-on synchroniser l'horloge de votre entreprise? Allez-y. Pardon? Comment peut-on se synchroniser sur l'horloge de l'entreprise? Comment peut-on se synchroniser à l'horloge de l'entreprise? C'est la question que vous avez. Ouais, ok, moi je pense effectivement, non, mais c'est surtout savoir quelle est la vitesse effectivement en interne. Et je pense que ça, c'est un débat qu'il faut faire avec la communauté de direction. Il faut, je pense, oser faire le débat parce que c'est quand même un peu savoir quelle est la résistance au niveau le plus haut dans votre entreprise, parce que c'est surtout là, je pense que la résistance est la plus dure. Et je pense que là, il y a aujourd'hui une vraie volonté nécessaire de la part de la direction pour avancer, parce qu'il s'agit quand même des projets qui sont durs et qui coûtent beaucoup d'argent. Mais de l'autre côté, je pense aussi, c'est la question, est-ce que la comité de direction est conscient effectivement de tous les changements que je viens d'annoncer? Et comment est-ce que là, ils estiment leur rôle dans tout ça? Parce que je pense qu'il y a toute la comité de direction qui est impliquée. Il n'y a aucun domaine, qui échappe. Et on sait très bien aussi, je le vois partout, si vous avez une comité de direction, là aussi, pas nécessairement tout le monde est à la même longueur d'onde. Alors, y a-t-il des questions? Non? Alors, moi, j'aimerais vous poser une question simple. Dans le milieu industriel, on est sur des milieux qui ont généralement un certain âge, qui ont des outils qui sont implantés depuis longtemps, des ERP, supply chain, etc., qui sont implantés depuis longtemps, qui sont plutôt des outils on-premise. Et dans le même temps, vous nous montrez un portrait qui est alors tout à fait réaliste, parce qu'on voit des sociétés qui avancent très vite, et puis la concurrence qui est extrêmement forte. Est-ce que l'ERP traditionnel a la capacité de s'adapter à ça, ou est-ce que les entreprises industrielles ont l'obligation de tout casser pour tout reconstruire? Ouais. Non, okay, la question est très claire. Non, je pense, allez, globalement, effectivement, je pense qu'il faut aller étape par étape. Je pense qu'il n'y a pas de miracle dans la vie. Il y a aujourd'hui des ERP effectivement, qui sont là. Et remplacer un ERP est effectivement aussi un process dur. Mais je pense qu'il faut surtout envisager où sont nos quick wins. Et est-ce que les quick wins se trouvent dans le domaine ERP ou est-ce qu'ils se trouvent ailleurs? Est-ce qu'ils se trouvent dans un domaine CRM, dans un domaine BI ou ailleurs? Je pense surtout c'est quelle est la valeur ou quel est le quick win pour notre société. Et ça, je pense, ça doit, à mon avis, définir la vitesse et où on intervient. Il est sûr et certain que l'ERP jouera encore un rôle parce qu'effectivement, faire des transactions, ça ne va pas disparaître, ça ne va pas changer. Mais je pense aujourd'hui, effectivement, ça va beaucoup plus loin. C'est ce que je viens de décrire avec ce que j'appelle les solutions de bout en bout. Parce qu'effectivement, il faut travailler avec ses partenaires, avec ses fournisseurs et en même temps, plus que jamais, il faut soigner mieux ses clients. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où les consommateurs ont plus de choix que jamais. Et s'ils n'ont pas envie de travailler avec vous, ben, ils trouveront via Internet un autre fournisseur qui vont leur aider. Donc je pense là, c'est bien savoir où vous êtes vous-même. Une question, oui. Donc en finale, l'ERP de demain, ça n'existe pas, puisque effectivement, il y a des besoins qui explosent, des domaines fonctionnels qui vont un peu dans tous les sens, et la rapidité d'exécution et de mise en place est toujours trop lente. J'ai pas tout compris. Oui. En fait, l'ERP de demain n'existe pas, puisque effectivement, on est confronté à effectivement une multitude de domaines qui avancent très très vite, mais on est limité par la lenteur de mise en place. Non, mais je pense globalement, il y a quand même un fondament d'automatisme qui doit être là. Aujourd'hui, dire que les ERP vont disparaître, ça me semble un peu fort.
il est vrai qu'il faut repenser le rôle de l'ERP. Et je pense où effectivement, où moi je vois aussi la façon dont on a avancé dans les années 90, dans les années 2000, c'est surtout, je pense, mettre un maximum de choses à l'intérieur de l'ERP et étendre tout le temps le ERP. Je pense que cette approche, c'est fini. Je pense aujourd'hui, il faut avoir un ERP standard qui tourne bien. Et je pense qu'il y a quand même aujourd'hui sur le marché des ERP qui sont, je pense, plus flexibles qu'avant. Je pense que là, effectivement, il y a aussi chez les éditeurs une vraie évolution qui se fait. Donc en fait, c'est plus une démarche d'amélioration continue. Je pense que oui. Que de mise en place brutale. Okay. Tout à fait. Alors, en conclusion, vous avez brossé un parcours tout à fait pertinent, intéressant. Moi, j'ai l'habitude de terminer sur ce type de conclusion. Si vous aviez un conseil à donner à notre auditoire qui se dit, tiens, il y a des choses à faire, il y a des choses qui vont bouger, quel conseil vous leur donneriez pour commencer, entamer leur réflexion? Ben, je pense effectivement, vu le fait qu'effectivement il y a une multitude de sujets qui sont là, c'est bien être en phase avec votre direction. C'est effectivement ce rôle, je pense, du CIO, effectivement de comprendre aussi comment est-ce que votre business va évoluer et là, avec vos collègues, faire le débat à fond et bien définir l'agenda des priorités. Je pense que ça, c'est peut-être le conseil que je voudrais donner. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Merci.